J'espère que ce message vous parviendra dans la bonne humeur. Je m'appelle Jamie Reynolds et je souhaite partager quelque chose qui me hante depuis plus d'une décennie. J'ai été témoin direct d'un incident inquiétant survenu dans un hôtel d'une ville animée en janvier 2013, et j'ai suivi vos véritables récits de crimes assez longtemps pour savoir que vous apprécieriez ce récit. Je ne nommerai pas l'hôtel ni son emplacement exact, disons simplement que c'était un vieil endroit délavé dans un centre-ville, et je préfère le garder anonyme. Ce qui s'est passé là-bas m'a secoué et je ne l'ai jamais complètement secoué. Voici mon histoire, depuis la façon dont je me suis retrouvé dans cet hôtel jusqu'au moment où tout s'est déroulé. J'avais alors 28 ans, photographe indépendant à Portland, aux États-Unis. J'avais accepté de petits boulots portraits de famille, événements locaux, rien de glamour, mais ça payait les factures. Au début du mois de janvier, un ami qui tenait un blog de voyage m'a informé d'une offre bon marché pour tourner des scènes urbaines dans une ville située à une journée de route au sud, appelons-la Riverton. L'idée était de capturer des rues rocailleuses et des bâtiments anciens pour un projet personnel. L'hôtel était un choix économique, en plein milieu de la ville, avec la réputation d'être un peu rude sur les bords. J'avais entendu dire qu'il y avait une histoire des invités étranges, des vibrations étranges, mais je m'en fichais. J'avais juste besoin d'un lit bon marché pour quelques nuits. J'ai réservé une chambre du 26 janvier au 1er février, j'ai jeté mon matériel photo dans ma Toyota Corolla rouillée et j'ai pris la route. Le trajet de Portland à Riverton a duré environ 18 heures. Je me suis arrêté plusieurs fois pour prendre de l'essence et un hamburger, et je suis arrivé en ville tard le 26, les yeux larmoyants et nerveux à cause d'une trop grande consommation de boissons énergisantes. Le centre-ville de Riverton était un enchevêtrement d'enseignes au néon et de rues étroites, et l'hôtel se distinguait, un grand bâtiment vétuste avec de la peinture écaillée et une enseigne qui bourdonnait faiblement. Je me suis garé dans un parking voisin, j'ai attrapé mon sac de sport et mon sac photo et je suis entré péniblement à l'intérieur. Le hall dégageait une odeur de renfermé de vieux tissus d'ameublement et un soupçon de moisissure éclairé par des lampes crasseuses qui projetaient de longues ombres. L'employé, un homme d'une trentaine d'années à l'air fatigué, m'a remis la clé de la chambre 608 sans trop bavarder. L'ascenseur est là-bas, dit-il en désignant un couloir. Je l'ai remercié et me suis traîné à l'étage. Ma chambre était basique, un lit grinçant, une table de nuit ébréchée et une fenêtre donnant sur une ruelle. La salle de bain avait du coulis taché et un robinet qui fonctionnait à peine, mais j'étais resté dans des plongées pires. Je me suis écrasé cette nuit-là et j'ai passé la journée suivante à photographier dans les ruelles de Riverton, des magasins fermés et des gares ferroviaires rouillées. Je n'ai pas beaucoup pensé à l'hôtel jusqu'au 28, lorsque je l'ai vue pour la première fois, la fille qui allait se retrouver au centre de tout. Elle était dans le hall quand je revenais d'un tournage, debout près du bureau avec un petit sac à dos. Jeune, peut-être 20 ans, avec des cheveux bruns courts et une attitude calme. Elle posait des questions à l'employé sur les trains locaux, d'une voix calme et polie. Je l'ai à peine enregistré, j'ai juste pris ma clé et je suis parti. C'était mon premier aperçu, et cela ne m'a pas marqué à ce moment-là. Les jours suivants furent routiniers. Je partais à l'aube, je tirais jusqu'au crépuscule et je revenais tard. L'hôtel était plutôt calme, même si on entendait un bruit étrange de la rue ou une porte qui claquait quelque part. Le 30, je m'étais installé, mais c'est à ce moment-là que les choses sont devenues étranges. J'étais dans ma chambre ce soir-là, en train de trier des photos sur mon ordinateur portable, quand j'ai remarqué que l'eau agissait. L'évier dégoulinait à peine, et quand je me brossais les dents, ça avait un goût âpre, presque amer. J'ai pensé qu'il s'agissait de vieilles canalisations et je me suis couché. Le lendemain matin, le 31 janvier, c'était pire. J'ai essayé la douche et c'était un filet pathétique. J'ai appelé le bureau, irrité, et l'employé m'a dit, « Nous avons reçu des plaintes. Quelqu'un est en train de vérifier. » J'ai laissé tomber, j'ai acheté une bouteille d'eau dans un magasin voisin et j'ai continué ma journée. Je suis rentré vers 20 heures. Ce soir-là, et le hall avait une énergie différente. Quelques invités, un homme plus âgé à la voix forte et une femme en blazer harcelaient l'employé à propos de l'eau. « Ça fait des jours, » grommela l'homme. « Et ça pue. » L'employé vient de marmonner quelque chose à propos de la maintenance. Dans ma chambre, le lavabo était toujours inutile. Je me suis lavé avec ma bouteille d'eau et j'ai frappé le sac. Le 1er février était mon jour de départ, j'avais prévu de terminer tôt, de filmer un peu plus et de rentrer chez moi. Mais ce matin-là, tout bascule. Je me suis réveillé avec du tumulte devant ma porte, des pas, des voix basses, des parasites provenant d'un talkie-walkie. Il était 7h30. Je pensais que c'était juste le personnel, mais ça ne s'est pas arrêté.
J'ai sorti la tête et j'ai vu deux ouvriers en salopette se précipiter dans le couloir, l'un d'eux disant « Ça doit être le réservoir sur le toit ». J'ai haussé les épaules, j'ai fait mes bagages et je me suis dirigé vers l'ascenseur, pensant qu'ils étaient enfin en train de réparer l'eau. C'est alors que j'ai repensé à la fille du hall. Je ne l'avais pas vue depuis ce premier jour, mais ce n'était qu'une idée passagère. L'ascenseur ronronne et s'arrête au 5e étage. Un gars est entré débraillé, peut-être 30 ans, en veste. Il avait l'air nerveux, jouant avec ses manches. « Tu vois cette fille ?» a-t-il demandé, sorti de nulle part. « Quelle fille ?» j'ai dit. Il regarda autour de lui. Dans l'ascenseur, il y a quelques nuits. Elle était partout, les bras agités, se baissant comme si elle avait peur. Effrayant à souhait. Je lui ai dit que je ne l'avais pas vue et il a simplement hoché la tête. Peut-être que c'est sur cassette. Nous avons atteint le hall et il s'est enfui. Le hall était un cirque. De plus en plus d'invités se plaignaient, l'un d'eux disait que l'eau avait un goût pourri, un autre jurait qu'elle avait eu la nausée. J'ai vérifié rapidement, j'ai laissé tomber ma clé et je suis sorti pour charger ma voiture. C'est alors que j'ai remarqué une camionnette de maintenance près d'une porte latérale, des ouvriers grimpant sur une échelle avec des outils. Quelque chose m'a retenu là. J'ai attrapé mon appareil photo, j'ai traîné sur le trottoir et j'ai fait semblant d'ajuster les paramètres. Environ 15 minutes plus tard, j'ai entendu un cri venant du toit. L'un des ouvriers se pencha et cria, la voix tendue par l'urgence. Une petite foule s'est rassemblée, des habitants, quelques invités, moi. Je me suis rapproché, l'objectif levé. Puis la police est arrivée, 2 voitures, les phares allumés, des policiers qui couraient à l'intérieur. Je suis resté sur place, prenant des photos. D'autres voitures sont arrivées, des simples, une camionnette, des gens en costume. Des murmures se répandirent dans la foule. Ils ont trouvé quelqu'un là-haut, a déclaré une femme. Mon ventre s'est tordu. Dans le réservoir, a ajouté quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'eau est mauvaise. Je me figeais en pensant à ce goût amer, à ce faible débit. Avais-je utilisé de l'eau contaminée? Mon esprit s'emballait, mais je ne pouvais pas encore partir. En fin de matinée, la scène était pleine. Des journalistes sont arrivés, micro sortis, posant des questions. Les policiers ont bouclé l'entrée et le personnel a chassé les gens. J'ai entendu des bribes de conversation, une jeune femme, portée disparue depuis des jours, retrouvée dans le réservoir d'eau du toit. Ils n'ont pas prononcé son nom à ce moment-là, mais je savais que c'était elle, la fille du hall. Les ouvriers avaient l'air secoués lorsqu'ils descendaient, l'un d'eux s'essuyant le visage comme s'il n'arrivait pas à y croire. Je n'ai pas vu le corps, mais son poids m'a frappé durement. Je suis retourné à Portland cet après-midi-là, sous le choc. Pendant tout le voyage de retour, je n'ai cessé de le rejouer, l'eau, l'histoire de l'ascenseur de ce type, sa voix qui posait des questions sur les trains. Comment a-t-elle fini dans un tank? Le toit était censé être sécurisé, j'avais vu la lourde porte en entrant. Plus tard, quand ils ont diffusé ces images de l'ascenseur, je les ai reconnues, les mêmes murs égratignés contre lesquels je m'étais appuyé. Elle était là, paniquée, juste à l'endroit où j'étais. C'est tout, du début à la fin. Je ne sais pas ce qui lui est réellement arrivé, un accident, quelque chose de plus sombre, mais être là a laissé une marque. Cet hôtel avait une ombre sur lui, même avant cela. Si vous y creusez, j'aimerais entendre votre point de vue. Je m'interroge encore parfois sur elle. Imaginez ceci, une chaude soirée au bord de la mer, l'air chargé de sel et la promesse de vacances sans souci, quand soudain, le monde bascule dans un cauchemar qui ne finit jamais. Je m'appelle Sarah Ellis et j'étais là, juste là, lorsqu'une petite fille a disparu de la chambre d'hôtel de sa famille en mai 2007, laissant derrière elle un mystère qui me ronge depuis lors. J'ai suivi vos récits captivants de véritables crimes et je sais que vous vous épanouissez grâce aux histoires brutes et non filtrées qui traînent dans l'ombre. Celui-ci est le mien, et il est lourd. Je ne nommerai pas l'hôtel ou la ville exacte, appelons-le le Seabreeze Resort sur la Costa Verde, quelque part le long d'une côte ensoleillée, mais je vous donnerai tous les détails possibles. Ce qui a commencé comme de simples vacances s'est transformé en le théâtre d'une disparition qui résonne encore aujourd'hui à travers le monde. Voici mon récit complet, comment je suis arrivé à cet hôtel, ce que j'ai vu et comment cette nuit tranquille s'est transformée en une énigme que personne n'a résolue. J'avais alors 29 ans, j'étais l'institutrice à Bristol, en Angleterre,
et j'avais hâte de faire une pause après un trimestre épuisant. Mon petit ami de l'époque, Tom, était mécanicien et avait le don de trouver des offres bon marché en ligne. Il était tombé sur un forfait pour le Sea Breeze Resort, 5 nuits à la Costa Verde, vol compris, le tout pour une bonne affaire. C'était un endroit familial, dit-il, avec des plages de sable blanc, une piscine et de petits appartements parfaits pour une escapade décontractée. Nous sortions ensemble depuis 1 an et c'était notre premier grand voyage ensemble. J'ai été vendu. Nous l'avons réservé du 2 au 7 mai, avons jeté des maillots de bain et de la crème solaire dans nos sacs et avons pris un vol tardif depuis l'aéroport de Bristol. L'avion était rempli de touristes bavards, couples, enfants, retraités, et je me souviens avoir ressenti ce bourdonnement d'excitation, comme si nous nous échappions tous vers quelque chose d'or. Nous avons atterri à Costa Verde vers 22 heures. Le 2 mai, l'air humide et vivant de cigales. Une navette nous a emmenés de l'aéroport au Sea Breeze, à environ 20 minutes à travers des routes sinueuses bordées de palmiers. Le complexe n'avait rien de luxueux, des bâtiments bas peints d'une couleur crème écaillée, reliés entre eux par des allées de pierre craquelées, mais il avait du charme. Les bougainvilliers escaladaient les murs et l'océan murmurait juste au-delà des dunes. L'enregistrement a été un jeu d'enfant. Une femme joyeuse à la réception nous a remis la clé de l'appartement 5B, une unité située au rez-de-chaussée avec un petit patio. La piscine est par là, le restaurant est là-bas, dit-elle en désignant vaguement. Nous avons jeté nos sacs, ouvert quelques bières d'un magasin voisin et nous sommes écrasés, bercés par les vagues. Le lendemain, le 3 mai, fut un pur bonheur. Nous avons paraissé au bord de la piscine, nagé dans la mer et nous sommes gavés de poissons grillés au restaurant en plein air du complexe. C'est là, au dîner, que je les ai remarqués pour la première fois, la famille. Ils étaient assis à une table près de la nôtre, 2 parents, peut-être la trentaine, avec 3 enfants. La plus petite était une fille d'environ 3 ans, avec des boucles blondes et une robe d'été rose. Elle était agitée, grimpée sur sa chaise et riait tandis que son père essayait de la convaincre de manger. Sa mère avait l'air fatiguée mais souriait en discutant avec les enfants plus âgés, un garçon et une fille, âgés de 7 ou 8 ans peut-être. Ils semblaient normaux, heureux, comme n'importe quelle famille en vacances. J'ai entendu le nom de la fille lorsque son frère se plaignait, m'a dit, arrête ça. Mais je ne m'y suis pas attardé. Tom et moi avons terminé notre repas, nous sommes promenés sur la plage sous les étoiles et avons mis fin à la nuit. Le 4 mai était à peu près pareil, du soleil, du sable, un rythme paresseux. J'ai revu la famille à la piscine, la petite fille a éclaboussé dans la partie peu profonde, sa mère la badigeonnant de crème solaire. Son père lisait un livre de poche, levant les yeux de temps en temps. Il se fondait dans le bourdonnement de la station, les enfants qui criaient, les parents qui riaient, le tintement des verres. Ce soir-là, nous avons mangé dans un restaurant de tapas hors site, donc je ne les ai revus que le lendemain. Le 5 mai, les choses ont changé, même si je ne le savais pas alors. Tom et moi avons passé la matinée à explorer un marché voisin, à marchander des bibelots, puis à faire une sieste dans la chaleur de l'après-midi. Nous sommes rentrés au Sea Breeze vers 18 h, avec l'intention de prendre un verre au restaurant. C'est alors que j'ai remarqué à nouveau la famille, ou plutôt son absence. Leur table habituelle était vide et le complexe semblait plus calme, comme si une brise s'était calmée. Le dîner s'est déroulé sans incident, paella, vin, Tom me taquinant à propos de mon coup de soleil. Mais pendant que nous nous attardions autour du dessert, j'ai vu les parents au restaurant, sans les enfants. Ils étaient avec un autre couple et quelques autres, peut-être 7 ou 8 adultes au total, autour d'une longue table au bord. La maman avait l'air détendue, sirotant un verre, le père riait de quelque chose. Je pensais que les enfants étaient avec une gardienne ou dormaient dans leur chambre, la nôtre était quelques portes plus loin, 5A, je l'apprendrai plus tard. C'était un endroit familial, les gens baissent leur garde. Nous avons fini vers 9h30, sommes retournés à notre appartement et avons regardé un film sur l'ordinateur portable de Tom. Je me suis endormi au son de la mer, inconscient de ce qui se préparait. Le 6 mai a commencé normalement. Nous sommes allés à la plage tôt, avons nagé, lu. Vers midi, j'ai remarqué un bourdonnement d'activité près des appartements, le personnel chuchotait, un agent de sécurité faisait les 100 pas. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, peut-être un portefeuille perdu ou un invité ivre. Nous avons déjeuné au restaurant et c'est à ce moment-là que les chuchotements se sont faits plus forts. Un enfant a disparu, murmura un serveur à un cuisinier. Mes oreilles se sont dressées. Tom haussa les épaules, il s'est probablement égaré, mais j'ai ressenti un picotement. De retour dans notre chambre, j'ai gardé la porte patio ouverte, écoutant. Vers 16 h,
ce n'était plus des chuchotements. Une voix de femme brute, désespérée traversa l'air, Maddy. Maddy. Je suis sorti et je l'ai vue, la mère de la famille, courir entre les bâtiments, le visage froissé. Son mari la suivait, criant dans un téléphone. Le personnel s'est précipité, les invités sont restés bouche bée. Mon estomac se serra. Tom et moi avons rejoint la foule grandissante près du 5A. La maman sanglotait maintenant, tenant un ours en peluche dans ses bras, tandis que le papa aboyait après un agent de sécurité. Elle était au lit. Nous vérifions toutes les demi-heures, il a crié. J'ai tout reconstitué, ils avaient laissé les enfants endormis, étaient allés dîner à proximité, et maintenant la plus petite, Maddy, était partie. Les enfants les plus âgés étaient là, pâles et silencieux, blottis près d'une servante. La police est arrivée rapidement, les sirènes hurlaient et les agents se déployaient. Ils ont scotché l'appartement, une unité simple comme la nôtre, porte coulissante, chambre, petit espace de vie. Le patio faisait face à un chemin, à peut-être 50 mètres du restaurant. J'ai dit à Tom, nous étions là hier soir, et il a hoché la tête, sombre. Le reste de la journée a été le chaos. Les flics ont interrogé tout le monde, nous y compris. Avez-vous vu quelque chose vers 21 ou 22 heures, a demandé un officier, le bloc-notes sorti. Je lui ai dit que nous avions dîné, vu les parents, rien d'autre. Il a griffonné et est parti. Des équipes de recherche se sont formées personnelles, invités, habitants ratissant la plage, les dunes, les rues. Des hélicoptères bourdonnaient au-dessus de nous, des chiens aboyaient. Les gémissements de la mer portés par le vent, le père avait l'air creux, faisant les 100 pas avec une lampe de poche alors que le crépuscule tombait. Les rumeurs circulaient, un homme aperçu en train de se cacher, une voiture qui s'est détachée, la fenêtre des enfants laissée ouverte. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, chaque craquement me faisait sursauter en imaginant cette petite fille perdue là-bas. Le 7 mai, notre dernier jour, était surréaliste. La station était un cirque, des fourgons de presse, des journalistes, des flics partout. Les parents ont lancé un appel en larmes à la télévision, implorant le retour de Maddy. Je regardais depuis notre terrasse, engourdi. Les recherches se sont étendues à plus grande échelle, bateaux, plongeurs, bénévoles, mais rien n'a été trouvé. Les invités murmuraient des théories, enlèvement, trafic, voire implication des parents. Tom et moi sommes partis tôt, hébétés, et avons pris notre vol de retour. L'avion était silencieux, tout le monde tenait des papiers avec son visage éclaboussé dessus. De retour à Bristol, j'ai dévoré la nouvelle. Maddy, blonde de 3 ans, vue pour la dernière fois en pyjama rose, a disparu du 5A pendant que ses parents dînaient à 50 mètres. Le monde s'est accroché, perquisition, appel, suspect interrogé. Mais aucune trace, aucun corps, aucun indice qui est resté coincé. Les théories se sont accumulées, des ravisseurs se sont glissés dans le patio, un enlèvement planifié, une dissimulation qui a mal tourné. Les parents ont été interrogés, leur histoire décortiquée, mais rien n'a tenu. Des années plus tard, la blessure est toujours ouverte et ne guérit pas. C'est mon histoire, chaque étape. J'étais là, j'ai mangé là où ils mangeaient, j'ai dormi à des portes plus éloignées, j'ai entendu les premiers cris. Le Cibris se sentait en sécurité jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus, et ce changement me hante. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, un enlèvement, un accident, quelque chose de plus sombre, mais j'ai vu l'avant et l'après, la joie et le vide. Si vous creusez cela, faites-moi savoir ce que vous trouvez. J'entends encore parfois la voix de cette mère, appelant un nom qui n'a jamais répondu. J'espère que cet email vous trouvera bien. Je m'appelle Clara Thompson et je vous écris parce que j'étais là-bas, témoin oculaire des événements étranges et horribles qui se sont déroulés en janvier 1935 dans un hôtel d'une ville de taille moyenne du Midwest. J'ai vu votre passion pour les mystères non résolus et j'ai pensé que vous voudriez un récit de première main de ce qui s'est passé dans la chambre 1046. Je ne nommerai pas directement l'hôtel ou la ville, appelons-le simplement l'hôtel Midland à Banton, Missouri, pour rester vague. J'étais un jeune invité là-bas lorsque tout s'est passé, et même aujourd'hui, à 88 ans, je ressens encore le froid de cette époque. Voici mon histoire complète, comment je me suis retrouvé dans cet hôtel, ce que j'ai vu et comment ce crime brutal et déroutant a été révélé. En 1935, j'avais 23 ans, je venais de terminer un cours de secrétariat à Saint-Louis. J'avais décroché un emploi temporaire pour rédiger des factures pour une petite entreprise de meubles à Banton, à environ 3 heures de train vers le sud.
C'était mon premier vrai concert et j'étais ravi, nerveux, mais ravi. L'entreprise m'a hébergé à l'hôtel Midland pendant une semaine, du 2 au 9 janvier, car je ne connaissais personne en ville et je n'avais pas les moyens de me permettre autre chose. J'avais entendu dire que Midland était un endroit respectable, 6 étages en briques rouges, un peu usé mais toujours fier, juste à côté de la gare. Mes parents m'ont fait signe au dépôt de Saint-Louis avec un panier repas et un avertissement de « rester à l'écart des ennuis », et je suis monté à bord du train avec une valise, une machine à écrire et la tête pleine de rêves de grande ville. Je suis arrivé à Banton tard le 2 janvier, dans un air après froid. La gare était un petit bâtiment trapu, et le Midland se dressait juste de l'autre côté de la rue, ses fenêtres brillaient faiblement dans le crépuscule. J'ai trimballé mes affaires, mes talons claquant sur le trottoir glacé, et je suis entré dans le hall. Il faisait chaud mais sombre, avec des boiseries sombres et un tapis usé jusqu'à la corde. L'employé, un homme nerveux avec une moustache, m'a donné la clé de la chambre 1012, 2 étages plus haut que l'endroit où tout s'est passé. L'ascenseur est en panne, dit-il en désignant les escaliers. Criez si vous avez besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête, j'ai soulevé ma valise et je me suis installé. Ma chambre était modeste, un lit étroit, une commode avec un miroir ébréché, un radiateur qui claquait. La fenêtre donnait sur une ruelle enneigée et je me sentais un peu seul mais excité d'être seul. Le travail a commencé le lendemain et je suis tombé dans une routine, levé à 7 heures, petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel, café faible et pain grillé, puis direction le bureau à quelques pâtés de maison. Je revenais vers 17h30, je dînais et je tapais des lettres ou je lisais dans ma chambre. L'hôtel était assez calme, principalement composé de vendeurs ambulants et de quelques locaux de passage. Mais le 4 janvier, je l'ai remarqué, l'homme qui s'enregistrerait sous le nom de Roland T.O.M. J'étais dans le hall, attendant qu'une femme de chambre m'apporte une couverture supplémentaire, quand il est entré. Il était de taille moyenne, peut-être 30 ans, avec des cheveux bruns et un nez pointu. Il portait un pardessus sombre et un petit sac. Il avait l'air fatigué, peut-être un peu nerveux, mais rien ne ressortait. Il se rendit au bureau, signa le registre et demanda une chambre au 10e étage. L'employé lui a remis une clé chambre 1046, je la prendrai plus tard et il s'est dirigé vers l'étage. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. Mais cette nuit-là, les choses sont devenues étranges. J'étais dans ma chambre, en train de taper une lettre à mes parents, lorsque j'ai entendu une voix à travers le mur, pas forte, mais insistante. Il venait de l'étage inférieur, peut-être du 1046. « Non, Don, je t'avais dit que je m'en occuperais, dit-il, tranchant et coupé. Je n'entendais pas l'autre côté, peut-être qu'il était au téléphone mais cela a duré 1 minute avant de s'arrêter. J'ai pensé que c'était une dispute professionnelle et je me suis couché. Le lendemain matin, le 5 janvier, je le revis dans la salle à manger. Il était seul à une table dans un coin, sirotant un café, son manteau posé sur la chaise. Il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à la porte, comme s'il attendait quelqu'un. J'ai mangé mes flocons d'avoine et je suis parti travailler, mais cette énergie nerveuse m'est restée. Le travail m'a occupé ce jour-là, des factures interminables et un patron qui aboyait des ordres, mais quand je suis rentré à l'hôtel vers 18h, le hall d'entrée ne me paraissait pas bien. Une femme de chambre murmurait à l'employé, le visage tendu. J'ai attrapé 1046 et je ne répondrai pas en passant. Je ne me suis pas attardé, je suis juste monté à l'étage, j'ai mangé un sandwich que j'avais apporté et j'ai lu un magazine. Vers 9h, j'ai entendu des pas dans le couloir en contrebas, puis un cri, ouvrez la porte, suivi d'un silence. J'ai ouvert ma fenêtre pour écouter, mais tout ce que j'ai eu, c'est le vent. Je me suis dit que ce n'était rien et je me suis endormi, tout en gardant mes chaussures près du lit, au cas où. C'est le 6 janvier qu'il a frappé. Je me suis réveillé tôt, peut-être vers 18h30, avec une agitation en bas. Je me suis habillé rapidement et j'ai jeté un coup d'œil par la porte, rien dans le couloir, mais des voix résonnaient dans la cage d'escalier. Je me suis glissé jusqu'au 10e étage, curieux malgré moi, et j'ai vu 2 chasseurs à l'extérieur du 1046, frappant et appelant. « Monsieur Owen ? Tout va bien ? » Aucune réponse. L'un d'eux, un enfant avec des taches de rousseur, s'est enfui en disant qu'il allait chercher le manager. Je suis resté en retrait, à moitié caché par les escaliers, à regarder. Le directeur est arrivé, un gros gars en costume a déverrouillé la porte et est entré. J'ai entendu un halètement, puis, appeler la police. Mon cœur fit un bond. Je me rapprochai, scrutant la foule rassemblée par le personnel. C'est à ce moment-là que je l'ai vu Roland T.O.M., ou qui que ce soit affalé sur le sol,
le sang s'accumulant sous sa tête. Son visage était meurtri, sa chemise déchirée, une corde autour de ses poignets. Je me figeai, le souffle coupé. Le manager a repoussé tout le monde en criant « Dehors, dehors !» J'ai trébuché à l'étage, les jambes tremblantes, et j'ai verrouillé ma porte. Les flics sont arrivés rapidement, les bottes claquaient, les radios crépitaient. J'ai regardé depuis ma fenêtre les voitures de patrouille qui bordaient la rue. L'hôtel a vibré toute la matinée, les invités chuchotaient, le personnel se précipitait. J'entendais des bribes à travers les murs, il avait été battu, poignardé, laissé pour mort. Quelqu'un a dit qu'il avait appelé plus tôt pour demander qu'un ami vienne, mais personne n'a vu qui. Je suis allé travailler tard, hébété, et à mon retour, le 10e étage était scotché. Un détective a frappé à ma porte ce soir-là pour me demander si j'avais vu quelque chose. Je lui ai parlé de la voix, dont, et du regard nerveux de l'homme dans la salle à manger. Il l'a griffonné, m'a remercié et est parti. J'ai à peine dormi cette nuit-là, en imaginant ce sang, ces cordes. Le 7 janvier était ma dernière journée complète. L'hôtel était en désordre, des journalistes dehors, des clients qui partaient tôt. J'ai entendu d'autres rumeurs, des empreintes digitales dans la chambre, le rire d'une femme dans le couloir la veille au soir, des appels anonymes au bureau. Les flics ont trouvé plus tard un nom Artemu Ogletré qui lui était associé, mais pas de tueur. J'ai vu une femme de ménage pleurer dans le hall, disant qu'elle avait nettoyé le 1046 ce matin-là et qu'elle l'avait trouvé verrouillé de l'intérieur, avec « ne pas déranger » au téléphone. Cela ne correspondait pas. Comment a-t-il pu le verrouiller? Qui était donc? J'ai fait mes valises ce soir-là, impatient de partir. Le lendemain matin, le 8 janvier, j'ai vérifié, j'ai pris mon train et je suis rentré chez moi à Saint-Louis, la tête qui tournait. De retour chez moi, j'ai suivi les journaux. Ils ont dit qu'il avait été torturé, que quelqu'un avait payé ses funérailles de manière anonyme, avec des fleurs et sans mots. Le problème n'a pas été résolu, pas d'arrestation, pas de réponse. J'ai gardé mon histoire sous silence, les gens pensaient que j'exagérais mais elle est restée en moi. Cet hôtel avait une lourdeur dont je ne peux pas me débarrasser, comme s'il contenait des secrets dans ses os. Je ne sais pas qui l'a tué ni pourquoi, mais être là, entendre cette voix, voir cette scène, ça m'a marqué. C'est mon conte, du début à la fin. J'espère que c'est utile pour votre travail. Si jamais vous en savez plus sur des cas comme celui-ci, j'aimerais en savoir plus. C'est une énigme que je ne résoudrai jamais seul.